Bonjour à tous. Alors bon, on n'en a pas encore fini avec cette affaire Benalla, puisqu'il y a eu un rebondissement assez impressionnant ces derniers jours, la semaine dernière environ, à propos du fichage des comptes Twitter qui avaient tweeté, des personnes qui avaient tweeté sur le sujet de Benalla. 55 000 comptes Twitter ont été examinés. Ce comptage, enfin qui n'est pas un simple comptage, mais j'y reviendrai, a été fait par une ONG belge qui s'appelle EU10Info Lab. Voilà, c'est une boîte qui fait des statistiques, tout simplement. Alors, cette ONG avait une mission, c'était de contrôler que les tweets qui ont été publiés, et qui ont été extrêmement nombreux pendant l'affaire Benalla, de contrôler que ces tweets n'étaient pas en réalité soit faits par des bots. Un bot, c'est la diminution de robots en réalité, donc traités par des robots sans intervention humaine, ou alors que ces tweets ne venaient pas de mauvaises informations ou de fausses informations, de fake news comme ils disent, venant de Russie. Alors, pour la Russie, il y a essentiellement deux médias qui sont dans le collimateur, on ne peut pas dire d'autres mots, c'est Russia Today, RT, on a France RT je crois, ou Français RT plutôt, et Sputnik. Donc ces deux médias, Russia Today, qui est une télévision mais qui fonctionne sur Internet, et Sputnik, sont dans le collimateur des pays occidentaux, donc surtout des pays américanophiles, et qui deviennent par là même des pays russophobes. Voilà, comme si c'était une logique, en fait. Alors ce laboratoire, 10Info Lab, comme il s'appelle, n'était chargé que de contrôler ça. C'est-à-dire qu'il y avait un a priori, au départ, on considérait que toute fausse information ne pouvait venir que de la Russie, pas d'ailleurs. Voilà, à propos de l'affaire Benalla. Étudier les statistiques, c'est scientifique. Donc si on veut être scientifique, on ne part pas d'un a priori. On va dire, on va rechercher tout ce qui a trait à Benalla, voir d'où ça vient, et ensuite, si on est logique et si on est honnête surtout, on va dire, on va regarder ce qui vient de Russie, on va regarder ce qui vient des États-Unis, ce qui vient, mettons, des pays arabes, de la Chine, enfin de partout. Après, on peut faire une synthèse. Ça, ce n'est pas ce qui a été fait. La seule chose qui était demandée, c'était de vérifier ce qui venait uniquement de Russie. Ce qui est déjà un mauvais point pour ce laboratoire qui se présente comme étant quelque chose de scientifique et qu'il n'est pas finalement. Ça, c'est un premier point. Vu que cette ONG est très politiquement orientée, on peut se demander qui a demandé ce genre d'enquête et ce genre de statistiques. Donc le fait qu'elles soient en Belgique laissait peut-être à penser à ceux qui ont commandité qu'il n'y aurait pas de problèmes légaux, puisque la société n'était pas en France. Mais il y a une loi européenne qui est en pratique depuis pas très très longtemps, qui est en pratique depuis mai 2018. Vous voyez, c'est très récent, et c'est une loi qui est valable pour toute l'Europe. Alors en France, quasiment tout le monde a entendu parler de la CNIL, mais il existe un règlement au niveau européen qui s'appelle le Règlement général sur la protection des données, on appelle ça RGPD, Règlement général sur la protection des données, qui vaut pour tous les pays européens. Et ce règlement protège les particuliers que nous sommes. Donc une entreprise n'a pas le droit, où qu'elle soit en Europe, d'utiliser les données d'une personne sans le lui demander d'abord, sans qu'elle soit d'accord et sans qu'elle ait la possibilité ensuite de dire non, je ne veux plus que vous utilisiez mes données. Voilà, donc je vais vous donner l'adresse d'un site qui s'appelle Numérama, que je trouve très bien fait parce que les articles sont faciles à comprendre. Alors si on revient sur cette histoire Benalla, le site dont je vous parle, Numérama, a interrogé Valérie Nicolas, qui est une maître de conférence en droit public. Même si ces données sont publiées par les personnes elles-mêmes sur Twitter, on n'a quand même pas le droit de les mettre dans des listes, de les publier sans l'autorisation de la personne concernée.
Alors, il faut distinguer les données personnelles, c'est tout ce qui peut permettre de vous identifier. Votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre numéro de voiture par exemple. C'est pour ça quand on fait une photo d'une voiture dans la rue, on doit toujours effacer le numéro. On ne doit pas le laisser, la personne pourrait être identifiée. Votre adresse email, votre pseudo sur un site, puisqu'il n'y a pas de pseudo semblable sur Twitter par exemple. Dès l'instant qu'on a votre pseudo, on peut aller sur votre page et on sait qui vous êtes. Donc ce sont des données personnelles qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Et il y a des données qu'on appelle sensibles. Les données sensibles, c'est tout ce qui peut vous mettre dans une case. Donc, par exemple, votre religion, votre couleur de peau, votre ethnie, votre nationalité, votre sexe, votre orientation sexuelle, enfin voilà, tout ce qui peut créer une discrimination par rapport à ce que vous êtes. C'est ce qu'on appelle des données sensibles. Et on n'a pas le droit, une entreprise, même enfin, personne, n'a le droit de les utiliser sans vous avoir demandé au préalable votre avis. Et bien entendu, cela vaut aussi pour les opinions politiques. Si vous faites partie d'un syndicat, d'un courant politique, d'un parti politique, c'est la même chose. On n'a pas le droit de vous mettre dans une liste en vous classant, par exemple, France Insoumise ou n'importe quel autre parti politique. C'est interdit. C'est interdit par la CNIL pour la France et c'est interdit par ce RGPD. Donc la CNIL en France va s'en occuper et comme l'entreprise est en Belgique, elle va coopérer avec son homologue belge dont je n'ai plus le nom, mais il y a quelque chose qui ressemble à la CNIL en Belgique. Maintenant, on sait une chose, c'est que les internautes sont surveillés et pas d'une façon équitable. Seuls les internautes qui déplaisent, qui ne vont pas dans le sens de ce que voudrait le pouvoir en place, eh bien, ceux-là sont surveillés, étiquetés, voilà. Alors, je me suis amusée à aller voir les comptes Twitter. Alors, moi, j'ai un compte Twitter, mais dont je ne me sers quasiment pas. Donc, je ne suis pas dans ces listings liés à l'affaire Benalla, puisque j'avais rien tweeté du tout. J'avais pas retweeté, j'avais rien tweeté. Donc, je ne suis pas dans la liste, je n'avais pas de matricule, comme les insoumis ont appelé ça. Beaucoup d'insoumis ont rajouté à leur nom, ou remplacé leur nom par leur matricule. Je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est le premier à publier son matricule. Et voilà, donc les insoumis, essentiellement les insoumis, s'amusent à ajouter leur matricule, soit dans leur signature, soit dans leur nom sur Twitter. Pour se moquer, bien sûr, de ce qui s'est passé. Bon, c'est très bien de s'en moquer, mais quand même, ça dénote quelque chose d'assez grave. Après l'affaire Benalla elle-même, qui dénote qu'il y a une police parallèle en train de se faire, en tout cas, qu'il y a des gens qui agissent sans autorisation légale, c'est-à-dire ils ont bien des autorisations, Benalla n'a pas fait ça tout seul, malgré ce qu'on veut nous faire croire, il y a bien des autorisations forcément, mais ce ne sont pas des autorisations officielles. Alors cette boîte d'Isinfolab, eux, c'est bizarre, parce qu'ils ont dû considérer qu'ils avaient tous les droits, eux aussi, un peu comme Benalla, qui tape les gens au milieu de la rue. Eux, ils ont considéré qu'ils avaient le droit de publier des listes pour se justifier, c'est-à-dire pour justifier leurs résultats. Et leur résultat, il a été très décevant pour eux, parce qu'ils n'ont finalement, ils ont prouvé que la Russie n'avait rien à voir du tout dans les tweets sur Benalla. Que simplement, en réalité, pourquoi il y avait autant de tweets sur l'affaire Benalla, c'est parce que les gens ont été réellement choqués par cette affaire. C'est tout, ça ne va pas plus loin que ça. Donc ils ont cherché quelque chose qui n'existait pas, ils ont voulu prouver quelque chose qui n'existait pas, et tout ce qu'ils ont prouvé, c'est que les Français ont été réellement choqués par l'affaire Benalla. Donc je suis allée voir les comptes Twitter, et d'abord le mien. J'avais déjà remarqué il y a plusieurs mois que j'étais suivie, mon compte Twitter est suivi par le ministère des Affaires publiques. Et j'ai remarqué en allant sur le site du gouvernement qu'il suivait toutes les personnalités France Insoumise. Il suivait aussi quelques journalistes, dont Élise Lucet, mais j'ai pas vu par exemple de Front National. Alors je suis allée sur le compte Twitter de Nicolas van der Biest, qui est un des dirigeants d'Isinfolab, et ils ont laissé 2 fichiers. Ils ont enlevé le fichier qui comptait 55 000 personnes quand même, 55 000 personnes fichées, c'est quand même beaucoup. Et ils ont laissé en ligne 2 fichiers qui comptent 3 000, 4 000 personnes,
qui sont moins importants. Mais quand même, ils sont quand même des fichiers qui ne devraient pas être publiés. Donc bien entendu, maintenant, on trouve ces fichiers relativement facilement. Et je vous donnerai l'adresse d'un site, si vous n'avez pas les fichiers, qui vous permet de vérifier, vous, si vous êtes sur la liste. Mais sans avoir accès à la liste, ce qui est beaucoup plus éthique, puisque cette liste n'a pas à être publiée, en réalité. Bon, elle circule sous le manteau, mais moi, par exemple, je ne vous la donnerai pas, parce que sinon, je ferai la même erreur que Disinfo Lab. Je vous donnerai seulement ce site où on peut vérifier qu'on y est ou qu'on n'y est pas. Alors, sur les comptes Twitter de Nicolas Van Der Beest, je ne sais pas si je prononce bien, hein, et de Alexandre Alaphilippe, encore un Alexandre, on peut remarquer qu'il est depuis le 10 août, où ils ont fait leurs excuses en disant simplement, la phrase qu'ils mettent, c'est « Toutes mes excuses à ceux et à celles que j'ai pu heurter ». C'est une phrase de Nicolas Van Der Beest, et elle a été reprise ensuite sur le tweet d'Alexandre Alaphilippe. Donc depuis le 10 août, plus rien. Ils sont en vacances, sont partis, plus rien. En partant du compte Twitter de Nicolas Van Der Beest, on peut aller sur un autre site qui s'appelle Reputatio Lab. Et sur ce site, ils ont fait une analyse sur ce qui s'est passé aux élections présidentielles de 2017. Leur question extrêmement importante, c'était quelle est l'influence russe sur la campagne? Pas d'autres pays, pas des États-Unis, pas de je ne sais quel pays, non, uniquement l'influence russe. Quelle était l'influence russe sur la campagne? Ça a été un point primordial pour eux. Donc pour eux, c'était propager la vision russe de l'actualité. Alors pourquoi on ne parle pas de la vision américaine de l'actualité? Parce que c'est ce qu'on a quasiment en permanence à la télévision française. On a une vision américaine non seulement de l'actualité, mais de la vie en général. Si on regarde toutes les séries, tous les films, toutes les chansons, tout ce qu'on entend, c'est quand même très américain. C'est pas, c'est très rarement russe, hein, du moins moi j'en ai pas remarqué beaucoup. Alors sur les présidentielles 2017, ils ont utilisé une autre start-up belge, c'est ce qui est écrit sur leur site, qui s'appelle SoPrism, enfin je sais pas comment on peut prononcer, et qui pouvait déterminer le profil des gens qui avaient un intérêt pour chacun des candidats. Quels étaient leurs médias favoris, leurs moyens de transport, leur âge, etc. Ils notent tout ça. Il y a fort à parier que puisqu'ils ont fait des fichiers sur Twitter, il y a des fichiers aussi sur les autres réseaux sociaux, Facebook, YouTube, et puis Instagram, et tous les autres réseaux sociaux que je ne connais pas tous, parce que j'en utilise pas tellement. Voilà, donc on ne sait pas jusqu'où cette affaire va aller, c'est un peu comme l'affaire Benalla, mais quand même, là, on a mis le doigt sur quelque chose d'assez inquiétant quand même, parce que se retrouver fiché par rapport à ses opinions politiques, normalement, ça ne se fait que dans les pays totalitaires. Alors finalement, ces laboratoires, ces sites internet, ces boîtes de statistiques, qui disent qu'ils luttent contre les fake news, finalement, de la façon dont ils procèdent, en ne s'intéressant qu'à un petit morceau d'un sujet, ils ne peuvent pas faire autrement qu'au final, eux-mêmes diffuser des fake news. Enfin, c'est mon avis. Si on se base uniquement sur la Russie pour déterminer qui va dire la vérité, qui va mentir, et en partant déjà du principe que tout ce qui vient de la Russie, c'est pas bon, c'est des mensonges, c'est pas scientifique, c'est pas honnête, ça va pas. Donc on ne peut pas donner de bons résultats avec ça. Voilà, alors peut-être vous allez faire comme moi, passer d'un site à l'autre. En partant déjà de Numérama, on peut après remonter et étendre son champ d'investigation, parce que nous aussi, finalement, on peut investiguer, comme eux. J'espère que cette vidéo vous a peut-être appris quelque chose, ou du moins vous a un petit peu ouvert quelques voies pour vous renseigner un petit peu plus et vous faire une idée un peu plus précise. Je vous souhaite de bonnes fins de vacances pour ceux qui y sont encore, ou ceux qui vont y aller. Bon courage pour ceux qui ont repris le travail ou qui vont le reprendre. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci. Au revoir.